arrive le silence, j'ai toujours rendez-vous avec toi. Mais cette semaine, il n'y avait que la fatigue, brutale. Quand la tête est trop pleine. J'ai beaucoup rêvé, des rêves insensés d'ailleurs. Mais le matin, il me manque de toi. Ce départ sans au revoir entendu, cette double absence sans signe. C'est comme si tu t'étais échappé sans crier gare. Je suis loin, mais cette fois tu l'es encore plus que moi. Et puis j'ai détesté nos derniers appels téléphoniques où je te sentais tellement ailleurs. La distance a cela de pervers qu'elle peut aussi bien mystifier que dissoudre. J'aurais voyagé loin pour comprendre que les illusions de mon enfance étaient les vérités premières, des choses du quotidien, des bouts du monde au bout du monde, si réels qu'on peut s'asseoir dessus et rêver sa vie. C'était drôle de t'entendre au téléphone, de t'entendre dire que tu avais reçu mes mots, de t'entendre, malgré tous ces mots, me redire la même chose qu'il y a 2, 3 ou 4 mois. Hier, j'ai encore pesté, ragé. J'ai quitté Paris parce qu'il fallait que je quitte Paris pour ne pas glisser, sans même m'en rendre compte, dans l'illusion de la vie. Et je tombe ici sur une des choses qui m'écœure le plus, comme un refus de la vie. Je t'entends encore me dire qu'il faut que je me remette en question, en choisissant d'écrire, l'écriture. Je n'ai jamais compris l'écriture comme un moyen de m'abstraire de la vie. Il n'y a que cela qui m'intéresse. La vivre, l'écouter, la regarder, la vie. Ces hommes et ces femmes dans leurs utopies qui se conjuguent si talentueusement avec les mesquineries presque obligatoires. Regarder les uns aussi bien que les autres. Pour écrire, j'ai besoin de me plonger dedans. Et l'heure n'est peut-être pas encore de mettre des mots sur une page, parce qu'ils seraient des mots pas encore assez pleins de vie. Et puis, écrire ne se décrète pas. Écrire n'est pas une fin en soi, c'est une recherche. J'ai pu croire certains jours que tout avait commencé là, des siècles avant ma naissance. Quand j'y reviens, chaque fois que je peux, c'est comme si je rentrais chez moi. J'accepterais volontiers d'y mourir s'il fallait absolument mourir quelque part. Et je ne sais pas pourquoi. Mais je sais très bien qu'il serait décevant de mourir à Bruxelles, banal à Paris, et à Venise, encore pire, prétentieux à Genève, déplacé à Moncton et à Montréal, hors de saison. Tout ceci est vrai, même l'Afrique, cette terre où les anciens se sont battus pour gagner leur dignité. Mon Afrique à moi existe. Une Afrique de série B, réfractaire à ses origines, en VO aussi, un peu rayée, un peu lente au décollage. Elle est en Afrique, mon Afrique, mais pas où je l'attendais. Un peu plus au bord de l'océan, un peu plus au bord de la solitude, du côté de la mémoire. Cette blessure que des Africains voudraient guérir et qu'ils ne cessent d'envenimer. Le Cap-Vert existe. L'île aux serpents, Gorée, la porte du silence et le cœur des ténèbres. Les paradis fourbus, les plages des enfants, Anse Bernard, l'île de la Madeleine, le marché Kermel, Sandaga.
Monsieur le Président, Messieurs, les rats quittent le navire dès qu'ils le sont en perdition. Et le lion mort est impuissant contre les charognards qui lui dévorent les yeux, le cœur et les tripes. Je n'ai osé te rendre visite à ton dernier voyage. On m'avait dit que tu étais rentré très fatigué du Mali et que ton mal ne te permettait pas de supporter de longues conversations. Tu me faisais peur de ta grandeur. Alors que moi qui t'admirais tant, je n'ai jamais pu franchir le seuil de ta porte, par respect. Je fais partie de tous ceux qui, comme moi, le regrettent. Mais nous sommes déjà des orphelins de tout à sec. Je ne prends pas Dakar pour une autre. Mais je n'ai jamais pu me convaincre qu'elle se prenait pour Dakar. Ici, oui, tout est vrai. Jusqu'à l'exagération, quelquefois. Tout reste imaginaire, à commencer par moi qui m'y promène. Les chemins que j'ai choisi de parcourir ici peuvent apparaître des chantiers. Ils le sont. Je devais les fouler. C'était plus fort que moi. Je me fais mal aux pieds, mais je jouis des odeurs de l'Alizé qui disparaîtront peut-être demain. Je regarde les choses de la vie dans une autre lumière. J'apprends à parler dans d'autres langages. Et l'idée de la vie se fait en même temps et plus précise et plus diversifiée. Un jeune soldat sur le pont d'Henri IV, pendant la nuit, faisait la faction, voyant passer 3 jeunes militaires, parmi lesquels le grand Napoléon. Qui vive là, cria la sentinelle, qui vive là, vous n'êtes pas, serrez pas, retirez-vous, vous n'êtes pas, serrez pas, haltez là, vous n'êtes pas, serrez pas, haltez là. Napoléon, en fouillant dans ses poches, tiens, lui dit-il, et laissez-moi passer. Non, non, répond le brave militaire, l'argent n'est rien pour un soldat français. Je suis arrivé en 73 au Sénégal, c'était pour ouvrir l'école d'architecture. Et donc le problème qui se posait, c'était la spécificité d'une école africaine, puisqu'il n'y avait pas beaucoup à l'époque, et de former les étudiants aux réalités locales. Donc très vite, on est parti dans 2 directions, de les faire travailler dans les quartiers, de leur faire faire des enquêtes. L'autre direction, ça a été de les faire sortir de Dakar et de leur faire connaître l'architecture traditionnelle. Bon, les années passant, moi je me suis occupé de la section recherche qui justement emmenait les étudiants sur le terrain et on leur a fait faire beaucoup d'études, de relevés, d'études de milieux traditionnels pour qu'ils comprennent le mode de vie, qu'ils comprennent toutes ces valeurs esthétiques qui sont très peu connues puisqu'on connaît l'art africain puisqu'il est dans les musées, il y a des livres, mais on connaît très peu l'architecture traditionnelle. Vu qu'il n'y a pas de documents là-dessus, ils sont très très rares. Le temps passant, il y a beaucoup d'étudiants qui sont passionnés pour ça, qui ont essayé de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire à partir de ces valeurs plastiques, qu'est-ce qu'on pouvait faire également à partir des matériaux locaux. Une partie ensuite du travail s'est fait avec le ministère de l'Urbanisme, qui a compris l'intérêt, plutôt que de faire appel à des bureaux d'études, de participer directement avec l'école d'architecture et d'organiser des missions d'enquête et d'études pour le livre blanc d'un plan d'urbanisme directement avec les étudiants de l'école d'architecture. J'ai enseigné pendant 11 ans à l'école d'architecture. Et après, quand j'ai quitté l'école, j'ai décidé de rester au Sénégal
et d'essayer de continuer peut-être à faire une école informelle, c'est-à-dire à réaliser des projets et à montrer ce qu'on pouvait faire. Et tous les projets que j'ai faits ont tous cherché à s'inspirer de ces différentes données. J'ai été associé pendant longtemps avec Birahim Niang et nous avons gagné un concours à l'époque pour construire des écoles en terre stabilisée dans tout le Sénégal et le Sénégal oriental et haute et moyenne Casamance. Ces écoles coûtaient moitié prix des écoles qui étaient construites selon les techniques traditionnelles, béton, tôle à l'époque. Ensuite, différents projets, surtout à Dakar, bon, qui étaient beaucoup des projets touristiques, des restaurants, des bars et des choses comme ça. J'ai cherché à utiliser toujours ce patrimoine traditionnel et à le retraduire dans disons dans des façons modernes. L'exemple le plus récent, enfin il date d'un an et demi, ça a été l'Alliance de Kaolack, qui a justement été récompensé du prix Aga Khan pour ça, parce que l'intitulé du prix Aga Khan à chaque fois, c'est on donne un prix pour une raison. Et la raison pour le projet de Kaolack, ça a été à une époque où le monde tend à s'universaliser, à s'uniformiser complètement. Ça a été d'essayer d'utiliser tout le patrimoine de cette architecture traditionnelle, mais pas pour le copier, pour le retraduire dans des formes modernes. Petit à petit, quand on a étudié l'architecture traditionnelle, on est venu à s'intéresser bien sûr à tous les objets. C'est de là qu'est née la passion que j'ai eue pour l'art africain et de collecter beaucoup de masques et de statues. Mais autant ces masques et ces statues sont très connus parce qu'elles ont une valeur marchande, on les trouve chez les antiquaires, il y a des livres qui ont été publiés là-dessus. Petit à petit, on a découvert aussi que l'artisanat, qui lui est très peu connu parce qu'il n'a pas de valeur marchande, il n'est pas vendu chez les antiquaires, est absolument passionnant. Et certains pays, d'ailleurs, le Sénégal en est un très bon exemple, puisque le Sénégal n'a pas de masque ni de sculpture. Par contre, le Sénégal a un artisanat extraordinaire au Sénégal oriental, dans la vallée du fleuve, qui est totalement inconnu. Et je dois dire que cette recherche a été passionnante, et tous ces volumes, tous ces rythmes sont en fait des choses qu'on essaie ensuite de retraduire au niveau des projets qu'on peut réaliser. À moins de briguer un brevet en compétences touristiques, autant rester chez soi. Je ne dis pas non plus qu'il faille les fuir, mais ils me diront que des semi-vérités, car ce qui compte, ce ne sont ni les reins, ni la tête, ni les poumons de la ville, mais ce qui les tient ensemble, ce qui circule, ce qui s'échauffe ou s'évapore, l'esprit, les humeurs. L'âme de Dakar, c'est aussi la rue Mohamed V, avec ses échoppes d'antiquaires où le temps n'a pas encore pris le temps d'effacer les traces. Sous le bitume craquent encore les racines du songe. Je flânerai longtemps dans ces rues comme on rôde dans les jardins de l'enfance. Aussi, j'ai laissé des souvenirs, des commencements sur le trottoir d'en face au feu rouge, séparés d'eux par les flots contraires de l'impatience et du temps perdu. Je reviendrai sans doute. Tout sera pareil, et bien des choses auront changé. Dakar ressemble au visage humain qui terriblement se transforme et plus terriblement encore conserve les traits des jeunes années. On lui creuse des rides pour la rajeunir, d'amples saignées de béton frais. On la rase, on racle ses vieux os gâtés. On lui met au coin du plateau une touche de phare et d'arc-en-ciel. Le vent du large souffle sur ses brûlures une poussière de sable, des dépouilles de l'Alizé. Je marche dans les rues, transparent, incognito à mes propres yeux. Dakar sait ce qu'il lui reste à faire. Je connais par cœur chaque centimètre carré du trottoir au prochain voyage. Le génie de la ville m'obligera quand même à réapprendre ma leçon. Pour commencer, cette leçon n'est pas facile à retenir. Ici, chaque chose, même la plus colossale, paraît fragile, condamnée avec sursis. Mirage de cité plutôt que cité des mirages. Sa manie du provisoire impose ce caractère à la capitale sénégalaise. Baba Diop m'avait bien prévenu. C'est sûr qu'on ne découvre pas la première fois les multiples visages de Dakar. Il y a le Dakar du vendredi, qui est le Dakar où tout le monde à peu près se croit obligé d'être un bon musulman. On se rend à la mosquée, à son boubou,
Et, bon, et aussitôt, ce qui est très intéressant dans ce Dakar du vendredi, c'est qu'autour des mosquées, les mosquées se transforment presque en cours de miracles. Bon, il y a les mendiants qui viennent et qui ont un regard très, très amusé, je peux le dire, puisque aussitôt après la prière, il y a les commerçants aussi qui commencent à déballer comme ça leurs marchandises et ça devient un marché après donc la prière. Marcher. Marcher le long d'un chantier. Buter sur des cailloux aux arêtes aiguës, sur des rochers de plus en plus gros. S'arrêter parfois simplement pour respirer, pour reprendre au souffle. Penser qu'il faudra toujours plus de souffle, parce que ce monde devient plus difficile à lire, toujours plus confus, et que je veux garder les yeux ouverts. Marcher. Marcher la tête basse pour penser, ou la tête haute pour voir et entendre. Au milieu de la nuit, s'arrêter pour réapprendre à entendre les bruits les plus légers qui parcourent la terre, pour ne pas les oublier. Nager dans l'eau claire, chaude et lumineuse, plus loin, plus frais. Jouer de son corps, de la jouissance de son propre corps, le croire si léger. Écouter. Écouter les chants, les pas, les faux pas. Écouter les regards, certains regards de femmes et d'hommes comme ceux des bêtes traquées. Entendre leurs chants comme la chose la plus sensuellement humaine. Marcher ici, pour pouvoir aller ailleurs. Penser à l'histoire du temps qui s'achève. Quand était-ce la dernière fois que nous nous sommes entendus? Tu m'as parlé d'une exposition. Tu m'as parlé encore de ce prochain tournage dans lequel tu devais m'accompagner. Moi, je t'ai parlé de cette exposition prévue à la Fondation d'Aper. Puis tu m'as dit attendre un coup de fil. Tu m'as dit, je t'appellerai ce soir, même si tu n'es pas là. Je t'ai répondu oui. Appelle-moi. J'aime entendre ta voix quand je rentre tard. Je suis rentré tard et je n'ai pas trouvé ta voix. Au fond, je suis profondément convaincu que je n'ai plus rien à te dire, puisque tu ne m'entends plus écrire, parler, penser, une façon comme une autre de combler ce vide. Je crois que la prochaine fois que je te verrai, j'aurai très envie de te faire découvrir le son du silence, le son sacrilège des mots que l'on dit simplement pour remplir l'espace, l'illusion de cette espèce d'amour qui croit pouvoir se passer de l'écoute. J'aimerais te montrer le mal de toi, te faire payer, oui, de la façon dont je pourrais, sans doute la plus tendre, la douleur que me fait l'idée monstrueuse de ne plus croire en toi, en aucune façon. Marcher sur ces chemins qui tremblent, dans un silence parfois très résistant, et savoir que tu es loin, définitivement éloigné, drapé dans un silence que tu n'as pas voulu me faire entendre. Savoir ta tête lourde, tes mains sur ton front quand tu réfléchis. Loin, définitivement loin. Proche, absolument proche. Tu es non pas dans mon blues, mais de mon blues. Alors marcher,
en ne te cherchant plus, marcher avec ce sentiment d'abandon n'a aucune importance. J'ai gardé ce qu'il y avait de plus beau en toi. Je sais bien ce qu'on trouve ici. C'est un silence accablant qui grandit, aveugle, et peu à peu vous empêche de voir le monde. On me parle, je reste sourd. Je comprends tout, et c'est comme si je ne pouvais rien comprendre. Tu te poses quelque part sur la Mingei. Disons, au coin de la rue Georges Pompidou. Tu te laisses attirer par la foule. Tu marches dans la terre d'Afrique, la fausse, la vraie, indiscernable. Et tu sais qu'il fallait passer par ici. Que tu n'as pas mérité ces choses, qu'elles t'appartiennent cependant. Puis il est temps de partir, encore une fois. C'est comme si Dakar n'avait jamais le temps de se laisser aimer. Quand je m'en vais, on ne s'aime plus. On se connaît trop bien. On n'a rien d'autre à se dire. Mais sitôt Yoff, je ne pense qu'au retour. Je suppose que ce n'est pas une affaire trop commune d'avoir pour terre natale un endroit où l'on n'est pas né. Je m'en glorifie parfois. J'ai cette naïveté. Si je devais faire mon éloge, devant mon cercueil, je dirais que j'ai eu le mal de Dakar. Une espèce de folie très précieuse et très douce. Je demanderai la faveur d'y revenir une dernière fois. Alors, je sais bien que ce que je ferai, c'est ce que je fais toujours. J'écumerai avec Ngaïdoba, le Saint-Louis, Fouquet's, le Blue Moon, 118 rue Bayeux, ou bien encore aller manger un bon tchèp chez Bouba Diallo. Entre amis le vendredi, c'est toujours table ouverte. J'irai acheter une chemise en pagne au marché Sandaga, aller faire un tour à Rebeuse, rendre visite à mon ami Amadou, et lui acheter une petite valise faite avec des canettes de bière, de coca, un sac en pagne matelassé, un boubou et des babouches. Et je les oublierai à l'hôtel. Je me ferai conduire en taxi à la pointe des Almadies. Je me pencherai pour mieux voir le paysage. L'après-midi ne ferait que commencer. L'été dernier, dans la rue, une fille à qui je ne demandais rien m'a traité de niaque et conseillé de retourner chez moi. J'en ai pleuré pour de bon. Sans elle, j'allais imaginer que chez moi, c'était un peu ici. Seulement un peu. Juste le temps d'oublier tout ce que je ne suis pas devenu. Ouais.
rêve ne s'effraie pas encore. Wakam et ses mamelles, le cabanon chez Mario, Angor. Mais c'est au Sénégal que les aléas de l'existence me ramènent toujours, comme si le destin lui-même s'en mêlait. Il fait de plus en plus chaud et je transpire comme lorsque j'étais au fin fond de la forêt tropicale. Dans ces gouttes de sueur, s'évacue aussi, crois-tu, la mémoire de la peau. Peut-être tu n'as pas compris l'importance de l'Afrique pour moi. Peut-être ne te l'ai-je pas fait assez comprendre. Après, j'ai pensé à ta question, quand viens-tu? J'ai pensé à ma réponse, pourquoi faire? J'avais compris ta question comme une question générale. Quand déménages-tu? Quand arrêtes-tu ton plan? Il y a des choses comme ça tellement inimaginables, tellement incompréhensibles et pourtant tellement possibles, qui se fichent peut-être l'espace d'une seconde. Aura-t-il suffi que tu t'arrêtes à cette seconde-là, malgré les autres secondes? Serait-il possible qu'à ce point ce que j'ai voulu te dire dans mes lettres, serait-il possible que tu l'aies pris pour de la pure littérature? J'aurais dû graver ton corps. Une autre phrase résonne dans ma tête. Celle que tu as dite un matin à l'aéroport de Roissy. Nous sommes en pleine incompréhension, en non-communication. Oui, nous y étions. Les mots, les comportements ne sont pas immédiatement compréhensibles, transmissibles. Ce n'est pas comme la peau, comme un moment de silence écouté ensemble, comme un regard. C'est à cela qu'il faut s'accrocher quand le reste glisse. Je te parle tous les jours. Je te cherche comme je me cherche. Mais au bout de ce chemin, peut-être nous serons-nous totalement perdus. Toi et moi, et chacun de nous. Déjà me vient l'envie d'avoir l'envie facile de superposer à ton regard un autre regard. À la peine un plaisir, à ta recherche, un détour. Demain la mort dans un jardin d'eau et de senteurs mêlées. Jouir d'un prochain sourire qui ne sera pas le tien. Tu as laissé au vent loisir de me dessiner comme une ombre, là, au pied de l'arbre, auprès de l'océan. Une trace blanche comme une pierre dissoute. Mêler ton énergie de vie à la mienne. C'est pour cela que je t'embrasse comme la vague caresse la plage. De là naît l'écume, bouillonnement éphémère et sans cesse recommencé, de vie, de jouissance, de création. Je t'aime. Sans savoir pourquoi, c'est plus fort que moi. Toi qui ne viendras jamais respirer les odeurs de l'Alizé, goûter le sourire généreux de la Teranga. Demain, c'est promis, je partirai. Je reprendrai la route de Yoff. Ce soir, je veux voir encore l'océan. Simplement rester là sur la plage, paisible, inoffensif, à regarder. A, première.